Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous sommes réunis ce soir pour traiter d'un sujet qui est un sujet quand même assez crucial, qui plus est en ces temps un peu sombres. On ne parle pas que de la saison, mais globalement de notre environnement social, politique, économique. On a beaucoup de mauvaises nouvelles un peu partout. Donc le sujet pessimisme versus optimisme nous semblait un sujet intéressant et particulièrement pertinent à traiter grâce à notre conférencier, Jacques Lecomte, qui a beaucoup de choses à nous dire dans le domaine, notamment quel regard porter sur le monde, comment agir et comment quelque part avoir un état d'esprit qui permette justement de changer ce regard. Et quand on change le regard, on se met parfois et souvent en posture d'action. Donc Jacques, comme Jacques Lecomte, Jacques pour les intimes, comme le disait Jean-Pierre, a commis énormément de publications, d'ouvrages, etc., qui reflètent tout un pan de carrière très riche, dont on trouvera tout à l'heure des exemplaires si vous souhaitez en acquérir. Ça peut faire des belles lectures et des beaux cadeaux de Noël. Il y en a un ici sur la bonté humaine, l'altruisme, l'empathie, etc. Donc là, on est plus effectivement sur le champ de psychologie positive, de comment je me comporte face à l'autre. Et puis, le dernier, qui est un petit peu différent, mais qui est complètement dans notre actualité, qui s'appelle « Rien n'est joué ». La science contre les théories de l'effondrement. Parce que ce fameux un peu écosystème en ce moment pas très gai, il est aussi beaucoup lié au changement climatique, à tout ce qu'on peut entendre, etc. Et donc je pense que ce soir, on va aborder en fait l'ensemble de ces éléments-là, mais avec probablement des incises aussi, Jacques, sur cette partie un peu de théorie de l'effondrement, etc. Alors, j'en ai fini de parler. Tout d'abord, Jacques Lecomte, vous qui êtes un spécialiste en psychologie, et notamment en psychologie positive, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer, à nous béotiens, ce que c'est que la psychologie positive? Oui, alors bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là ce soir. Bonsoir, merci donc à Jean-Pierre, Valérie, toute l'équipe. Oui, alors, la psychologie positive, si vous voulez, le point de départ, c'est d'abord un constat fait par des chercheurs en psychologie, qui est que depuis que c'est né, disons, juste au tournant du millénaire, et le constat, c'est plus d'un siècle d'existence de la psychologie, et essentiellement, comment elle est née? Eh bien, elle est née du constat que des personnes souffraient de troubles psychiques, et de l'importance d'essayer de comprendre ces troubles et essayer de les atténuer, voire peut-être les faire disparaître éventuellement, mais en tout cas au moins de les atténuer. Donc comprendre et agir. Et ça, c'était un très beau programme, formidable. Là où ça devient problématique, c'est que cette orientation est devenue quasiment unilatérale. C'est-à-dire que pendant plus d'un siècle d'existence, eh bien, lorsque par exemple on parle de santé mentale, eh bien tout de suite on pense à la psychiatrie. Lorsqu'on pense à santé physique, on pense au sport, à l'alimentation saine, tout ce que vous voulez. Il y a quand même un truc bizarre. Santé mentale, on devrait penser à des gens en bonne santé mentale. Et donc, si vous voulez, cette orientation. Et donc, ce constat, d'un côté, une nécessaire et utile connaissance des troubles psychiques, mais une méconnaissance des côtés positifs a amené à s'interroger. Et la psychologie positive, si vous voulez, alors il y a une définition un peu officielle, alors je m'excuse, c'est un peu barbare, enfin, c'est l'étude scientifique des conditions et processus qui permettent le développement optimal des individus, des groupes et des institutions. Alors notez déjà, études scientifiques, c'est né dans des laboratoires de psychologie, on élabore des hypothèses, on teste les hypothèses, on voit si ça fonctionne, si c'est réfuté, validé. Et surtout, je voudrais insister sur la fin. Des individus, des groupes et des institutions, à ma connaissance, et je peux me tromper, mais je crois que c'est dans la psychologie, dans la discipline de la psychologie, la seule sous-catégorie de la psychologie scientifique
qui fait référence aux 3 niveaux. L'individu, le groupe, les institutions. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? La psychologie positive au niveau de l'individu, c'est des recherches sur le bonheur, sur le sens de la vie, la résilience, l'optimisme, la motivation, toutes sortes de choses comme ça. Après, vous avez le niveau des groupes. Et là, un groupe, ça commence à 2. Donc, vous pouvez avoir des travaux sur l'amour, l'amitié, plus généralement l'empathie, la coopération, la bienveillance, la confiance en l'autre. Et puis, le 3e niveau, c'est le niveau des institutions. Vous pouvez avoir des travaux de psychologie positive dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de la justice. Alors, ça c'est théorique, parce que dans la réalité, c'est vrai que, comme les psychologues positifs, ce sont déjà au départ des psychologues, beaucoup de travaux sont quand même sur le bonheur, sur le sens de la vie, des choses comme ça. Mais moi, je m'intéresse aux 3 niveaux, et surtout à l'interaction entre les 3 niveaux. Et j'ai notamment, alors c'est vrai que j'ai écrit sur la résilience, sur le sens de la vie, différents livres écrits, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est en quoi les 2 premiers niveaux impactent sur le 3e. En gros, en quoi le fait de se sentir bien dans sa vie, le fait d'être motivé, et puis le fait de coopérer, manifester de l'empathie à l'égard des autres, de la confiance, ça peut être le fondement de politique publique. Pour le dire clairement, je pense que la bonté, la coopération, l'empathie pourraient être le fondement d'une politique et carrément changer le monde. Alors ça, c'est une version, mais je voudrais aussi rajouter quelque chose dont on ne peut pas parler l'autre jour, mais là, je viens de parler de la psychologie positive, des 3 niveaux de la psychologie positive. Mais il y a aussi un autre fondement théorique auquel je tiens beaucoup. Alors c'est tout à fait aussi inconnu, et même encore plus inconnu, ça s'appelle le convivialisme. Et le convivialisme, c'est une nouvelle philosophie politique, ultra minoritaire, personne ne connaît, donc tout va bien, et qui est née dans un restaurant près de Montparnasse à Paris, autour d'un sociologue qui s'appelle Alain Caillé, spécialiste de certains thèmes tels que le don contre don, l'échange, et qui a réuni autour de lui une trentaine de personnes au départ, j'en faisais partie, et on changeait le monde au Café du Commerce, on a eu les clubs un peu du 19e siècle, et à chaque fois, on choisissait un thème, et il y avait 2-3 personnes parmi nous qui présentaient, et après on mangeait, on discutait, on débattait. Alors on était très contents parce qu'on parlait des entreprises, on parlait des communs, ce qu'on appelle les communs, on parlait de toutes sortes de sujets, l'éducation, mais à un moment, on s'est dit, à quoi ça sert ? C'est bien, on est entre nous, voilà. Et du coup, Alain Caillé, le fondateur de ce petit groupe, un jour nous envoie un texte, et c'est devenu un petit livre qui s'appelle « Manifeste convivialiste », le sous-titre que j'aime beaucoup, « Déclaration d'interdépendance ». Petit clin d'œil à la déclaration américaine, mais interdépendance. Alors, et juste pour vous dire, il y a un lien implicite entre la psychopositive et le convivialisme, parce qu'on a élaboré 5 principes fondateurs du convivialisme. Le premier, c'est que le principe de commune naturalité. Nous partageons avec l'ensemble du vivant, et même du non-vivant, les pierres, les roches, les mers, le fait d'appartenir à la nature. Deuxième principe, le principe de commune humanité. Qui que nous soyons, qui que vous soyez dans cette pièce, quel que soit votre âge, votre origine ethnique, votre genre ou sexe que vous voulez, nous partageons tous la même humanité à égalité de droits, de valeurs. Le troisième élément, c'est le principe de commune socialité. C'est-à-dire que l'espèce humaine a cette caractéristique probablement plus développée que la plupart, en tout cas extrêmement développée, de vivre en interaction. Nous sommes une espèce sociale qui est tissée de coopération et d'interaction. Quatrième principe, le principe d'individuation. C'est-à-dire que nous sommes aussi des individus et nous avons besoin d'être reconnus en tant que tels avec nos spécificités, nos caractéristiques, à la fois par nous-mêmes, mais aussi par les autres. Et cinquième principe, parce que si vous reprenez les 2 principes que je viens de citer, le principe de commune humanité, nous sommes faits pour vivre ensemble, et nous avons besoin que notre spécificité personnelle soit reconnue, inévitablement, de temps en temps, ça clash un peu. On a des petites tensions, voire des grosses tensions.
5e principe donc, le principe d'opposition créatrice. Est-ce que lorsque nous sommes en tension, lorsque nous sommes en opposition, nous allons régler cette opposition par le système domination-soumission ou par des tentatives de compréhension réciproque, voire créatrice? Et si vous regardez, et je termine, et si vous regardez les 3 principes de la fondateur de la psychologie positive, l'individu, le groupe et les institutions, vous les retrouvez dans le convivialisme qui part du macro avec le côté de commune humanité et qui finit par l'individuation et la relation. Lorsque je suis avec mes amis de la psychologie positive, je leur dis c'est bien de changer le monde. Lorsque je suis avec mes amis convivialistes, je leur dis il faut essayer de comprendre l'être humain si on veut changer le monde. Je suis un peu long, excusez-moi. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, du coup, on a posé quand même le cadre, on a posé des principes, et puis des choses quand même assez nouvelles et assez intéressantes. Et le lien avec la seconde question va permettre justement de repartir de ces principes-là pour ensuite les développer. Comme je l'indiquais en introduction, il y a quand même une préoccupation majeure aujourd'hui évidemment qui est liée au changement climatique. On sort à peine de la COP28 à Dubaï quand même, avec le président de la COP28 qui est quand même le principal possesseur et producteur de pétrole au monde. Dans cet excellent ouvrage, notamment page 105, il y a une citation, vous aimez bien les petites citations au début de chapitre. Et il y a une citation de Michael Mann qui est membre du GIEC. Et je vais lire la citation. Le pessimisme est notre plus grand ennemi. Nous devons souligner à la fois l'urgence et la capacité à agir. Le chemin le plus sûr vers un changement climatique catastrophique et la fausse croyance qu'il est trop tard pour agir. Alors Jacques, est-ce que vous pouvez nous préciser pour quelles raisons le pessimisme a donc des effets négatifs? Merci. Alors, en France, le nom de Michael Mann, il est quasiment inconnu. Il faut savoir que c'est probablement le climatologue qui a le plus alerté le monde sur le problème du réchauffement actuel. Effectivement, alors, aux États-Unis, c'est la bête noire des climato-sceptiques. Bon, il faut dire qu'il ne l'aime pas, mais lui, il leur rend bien. Il écrit beaucoup sur eux, mais il écrit aussi sur les catastrophistes. C'est un petit truc important à savoir. Alors, moi, on m'a souvent qualifié d'optimiste. Alors, parfois, c'est un compliment. Parfois, c'est pas un compliment. Ouais, Jacques Lecomte, un peu bisounours sur les bords, bien perché, et qui connaît rien de la réalité de la vie. Vous voyez, toutes des choses comme ça. Bon, il est brave, mais il comprend rien. Donc, alors moi, je ne me considère pas comme optimiste. Parce que si on ne fait rien ou insuffisamment face à la crise environnementale, qu'elle soit climatique, qu'elle soit biodiversité, etc., les océans, tout ce que vous voulez, je suis pessimiste. En revanche, si on agit de façon collective et efficace, enfin, volonté d'efficacité, oui, on peut changer. Et du coup, j'ai inventé le mot optiréalisme. Le mot optiréalisme, c'est pas un optimisme de l'attente béate, que tout va bien se passer, on attend les choses qui nous tombent du ciel. Non, c'est un optimisme de l'engagement actif et surtout collectif. Alors, ça, c'est le premier point. Beaucoup d'études, je cite beaucoup d'études dans mon livre, que ce soit en sciences dures ou en climatologie, etc., et en sciences humaines, psychologie, sociologie, et beaucoup de travaux ont été menés sur la communication par la peur. D'abord, ça a été fait essentiellement dans le domaine de la santé. Vous savez, les trucs fumer tue, ça... Bon, c'est pas d'une efficacité redoutable, mais maintenant, il y en a beaucoup sur l'environnement, et en particulier sur le climat. Et il y a quelques années, j'ai essayé de faire une synthèse de ces études. En gros, le résultat, il est cela. C'est-à-dire que l'alerte, il y a une différence entre l'alerte et le catastrophisme. L'alerte est utile, le catastrophisme a des effets négatifs. Lorsque vous présentez la situation environnementale d'une manière catastrophiste, eh bien, c'est un double effet. Chez les personnes, dans les expériences qui le reçoivent, 1, ça augmente la prise de conscience. On dit, c'est génial. 2, ça diminue le comportement pro-environnemental. Voilà. C'est-à-dire que les gens, vous les rendez encore plus conscients et encore plus impuissants, et sont encore plus dépressifs à la fin, puisqu'ils se sentent encore plus
impuissant face à un truc catastrophique. Lorsque vous présentez par contre des situations dans lesquelles vous mettez des éléments positifs d'action, eh bien ça augmente ce qu'on appelle en psychologie le sentiment d'efficacité personnelle, qui est le meilleur prédicteur de comportements pro-environnementaux ou pro-santé selon les études. Ça, c'est le premier point. Maintenant, lorsqu'on regarde en France les principaux promoteurs des théories de l'effondrement, et en particulier, pour ceux qui ont un peu des lectures, ce fameux livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » de Servine et Stevens, que je connais, et comment dire, eh bien, qu'est-ce qu'ils proposent comme action? Parce que des fois, on m'a dit, oui, vous dites qu'il ne pousse pas à l'action, il pousse à l'inaction. J'ai jamais dit ça. Il pousse à l'action, mais une action qui est très, très insuffisante, à mes yeux, face aux défis face auxquels nous sommes confrontés. La proposition des principaux auteurs, donc, que j'appelle effondristes, parce que je refuse maintenant d'utiliser le mot collapsologie, puisque ça n'est pas scientifique, ce n'est pas une orientation scientifique, c'est de faire des communautés rurales d'une centaine de personnes. Moi, j'ai rien contre, j'ai vécu 5 ans quand j'étais jeune, puis Saint-Globe, vous voyez, l'époque post-68, j'ai vécu 5 ans dans une ferme, une communauté, on cultivait la terre avec des chevaux, on était vegan en agrobiologie. Donc, j'ai rien contre. Mais face aux défis qui nous attendent, ça suffit pas. Et je voudrais dire aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui se répand beaucoup l'idée du fameux pic de pétrole. Bon, alors je n'ai pas le temps de vous détailler ça, si ça vous intéresse, je ne cherche pas à vendre mon truc, hein. Mais le pic de pétrole, c'est faux, ça n'existe pas, on a du pétrole pour des dizaines et peut-être des centaines d'années. Lorsqu'on vous dit qu'on est au bord d'une pénurie, c'est totalement faux. Et maintenant, par exemple, Jean Covici, qui est un des principaux propagandistes de ça, sait très bien que c'est faux. Alors, j'ai fait une conférence il y a quelques jours devant lui notamment, et voilà. Le dire qu'on va manquer de pétrole dans peu de temps, c'est exactement ce que critique Michael Mann. Parce que, vu qu'on a du pétrole pour des dizaines et des dizaines d'années, attendre la pénurie de pétrole, eh bien, c'est se programmer pour des dizaines et des dizaines d'années d'une société hyper carbonée. Le problème n'est pas qu'on va manquer de pétrole. Le problème, c'est que nous avons trop de pétrole, de gaz, de charbon, de cuivre, tout ce que vous voulez, et que nous devons décider de manière politique, économique, industrielle, et au niveau des choix des individus également, nous devons décider de réduire, de passer à une transition environnementale par la réduction. Et dernier point, lorsque la thématique du pic de pétrole, pic de matières premières arrive et est prise en compte, fausse, hein, mais elle est prise en compte par les dirigeants politiques, économiques, mais surtout politiques, eh bien, je montre dans le livre les deux conséquences qui se passent. Ce n'est pas du tout la réduction de la consommation. Les dirigeants optent pour ce qu'on appelle la sécurité énergétique, c'est-à-dire qu'ils veillent à ce qu'on soit toujours et de plus en plus, on ait de plus en plus toujours autant de pétrole, tout ça. Bon, la guerre en Ukraine, c'est exactement le réflexe occidental a été un réflexe de sécurité énergétique. Qui produit quoi? Qui produit la recherche de nouveaux gisements et qui produit des guerres comme celle qui a été menée par les États-Unis en Irak, avec comme faux argument le fait que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Donc, double effet très négatif sur l'environnement et sur les populations. Ben ça, c'est dit. Oui, ça, c'est dit. Voilà. Si vous souhaitez effectivement faire la différence entre réserve et ressources, oui. Tout est expliqué, mais on n'a pas le temps d'en parler. D'accord. Donc, je passe à ma troisième question. Élément essentiel, effectivement, que je n'ai pas abordé, mais de la réponse. Donc là, on a posé les principes de l'effondrement et des fausses croyances, de ces fausses croyances qui, in fine, ne nous font pas prendre les bonnes décisions. Pessimisme, optimisme. Jacques, a-t-on le pouvoir d'agir? Et voilà. À quel niveau? Voilà, alors ça, c'est évidemment, à partir du moment où on dit, l'effondrement n'est pas devant nous, mais quand même, le risque de catastrophe environnementale, il est possible. L'effondrement industriel par manque de pénurie, par pénurie de matières premières, ça c'est exclu. Mais par contre, oui, la crise environnementale, elle est bien là et elle risque de s'aggraver. Le réchauffement climatique en étant la version la plus marquante et la plus problématique. Alors, moi, je dirais qu'il y a 3 niveaux. Je reprends les niveaux de la psychologie positive, les individus, les groupes et les institutions. Alors, le premier niveau, tout de suite, l'individu. On pense au colibri. Formidable. Alors, j'aimerais montrer. Alors, les choses que je vais vous dire,
Ça ne sera pas un scoop. Alors, peut-être, Jacques Lecomte, faut-il rappeler le petit conte du colibri oui, qui était cher à Pierre Rabhi. On en merci. avait parlé dans une précédente conférence. Merci. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Alors, c'est Pierre Rabhi, donc, je crois que c'est pas lui qui l'a inventé, mais qui a beaucoup parlé de ça, il a popularisé l'idée des colibris. Alors, le colibri, il y a dans les forêts, c'est un conte, et donc il y a un grand feu qui se déclare en Amazonie, et tous les animaux qui partent, qui courent, et qui veulent échapper au feu. Et puis, il y a un petit colibri qui, lui, ne s'échappe pas. Et au contraire, il va chercher, et on dit, mais qu'est-ce que tu fais, il faut partir. Non, attends. Et alors, qu'est-ce qu'il fait le colibri? Il va chercher dans un petit lac qui se trouve à côté, une goutte d'eau, et paf, Et alors, les autres animaux, les oiseaux, tout ça, ils disent, mais t'es complètement dingue, ça sert à rien ton truc. Il dit, oui, mais je fais ma part. Alors ça c'est bien, mais moi ça me pose question parce que il va finir brûlé quand même. Et puis je suis pas sûr qu'il va éteindre le feu. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, je rajoute à la fable des colibris, il faut rajouter la fin, fin que j'invente, les toucans. Parce que en fait il y a une colonie de toucans à côté, vous voyez. Et si le colibri il va alerter les toucans, il leur dit, venez les toucans, ou des pélicans aussi. Il y a une autre colonie de pélicans, vous voyez, ils arrivent. Et en un petit moment, le feu il va être éteint. Donc c'est bien les individus, mais c'est bien aussi le collectif, et le collectif avec des puissants. Mais si on reste sur les individus, eh bien, mais là, ce que je veux dire, c'est pas des scoops, c'est des choses que vous connaissez. C'est bien de trier les déchets, c'est bien d'utiliser plus les transports en commun et diminuer la voiture, c'est bien de manger moins de viande, voire d'arrêter d'en manger, c'est bien de... Vous savez, une raison majeure du gaspillage alimentaire, c'est de respecter les dates de péremption. Parce que les dates de péremption, vous pouvez les dépasser sans vous n'allez pas mourir. Si vous mangez le 20 ou le 10, ça va, vous n'allez pas mourir. Bon. Alors, donc, si vous voulez, ça c'est bien. Mais il y a quand même, justement, comme je disais, le problème du colibri qui est un peu impuissant. Et puis aussi, il faut savoir aussi quelque chose au niveau des démarches individuelles. Il y a des travaux qui ont été faits, notamment en France et ailleurs, autour du thème de la compensation psychologique. C'est quoi? C'est le fait que, situation typique, vous avez une famille consciente des problèmes écolos, voilà, très bien, il trie ses déchets, il ne mange pas trop de viande, et comme ils ont fait beaucoup d'efforts dans l'année, et que c'est un cadre moyen supérieur, eh bien, ils vont une semaine aux Maldives, toute la famille, parce que quand même, ils ont fait des efforts toute l'année. Je ne vous raconte pas des histoires, c'est statistiquement étudié. Et on sait même que les catégories sociales la plus consciente des problèmes écologiques, c'est une de celles qui polluent le plus, c'est la catégorie moyenne et un petit peu supérieure, voire supérieure. Voilà. C'est les plus conscients écologiquement, c'est les plus qui ont le plus d'impact écologique. Ce qui m'amène au deuxième niveau. Parce que le côté individuel, c'est bien, colibri, mais c'est bien d'avoir une colonie de toucans. Alors, le deuxième niveau, c'est le niveau collectif, je dirais communautaire. Alors, communautaire, aujourd'hui, en France, ça passe pas, mais je ne suis pas un islamiste, donc le niveau des communautés, des collectivités locales, tout ce que vous voulez. Bien. Il y a des travaux très intéressants. Une ville, un quartier. Un quartier, voilà. Et une ville, parfois, oui. Et il y a des travaux extrêmement intéressants, notamment de quelqu'un qui s'appelle Douglas Mackenzie Moore. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, alors il a monté toute une équipe autour de lui. Des fois, on l'a appelé en Espagne, en Australie, au Canada, un peu partout. Donc, je vous donne un exemple de quelque chose qui se fait dans une petite ville en Australie. Il arrive avec une équipe et ils vont faire des petites conférences, des exposés dans des écoles et des conférences publiques, tout ça, autour des papiers, des distributions de papiers dans les boîtes aux lettres, de prospectus dans les boîtes aux lettres. Alors, il ne parle pas que de ça, mais voilà. Et dans les écoles, il explique aux enfants la quantité de papier qui part tous les jours à la poubelle à cause de tout ça, et puis en plus, ça pousse à la consommation et tout ça. Et il dit aux enfants, regardez, j'ai amené des stickers. Il y a 30 gamins dans la classe, et 30 stickers, tenez. Et les gamins, ils rentrent à la maison, maman, papa, faut protéger la forêt, tout ça, faut arrêter de consommer des papiers, patata. Allez, il faut mettre un sticker, pas de publicité dans ma boîte aux lettres. Paf. En quelques jours, la ville entière est inondée de stickers, et ils ont des je ne sais plus combien, mais des quantités de tonnes de papier qui ont été sauvées par ce moyen-là.
Pourquoi ? Parce que un autre élément important, c'est la coopération conditionnelle. Ça, c'est une autre idée de psychosocial, c'est-à-dire que ça a beaucoup été étudié sur deux aspects. La morale fiscale, si vous voulez, l'acceptation de l'impôt, voilà, et puis les comportements pro-environnementaux. Bon, prenons la morale fiscale. Bon, moi, je suis un bon citoyen et j'estime normal de payer mes impôts. Il faut de l'éducation, il faut des routes, ce que vous voulez. Bon, voilà. Bien, je suis un bon citoyen. Mais si j'apprends qu'un certain Jérôme Cahuzac, qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui, il a quand même sacrément truandé les impôts alors qu'il était ministre du budget, vous vous dites, mais il n'y a pas de raison. Pourquoi moi je ne truanderais pas un petit peu les impôts sur les bords ? Les comportements pro-écolo, c'est pareil. C'est pour ça que les colibris tout seuls, c'est pas suffisant. Parce que, bon, moi, je suis un bon citoyen, je suis sensible à l'écologie, je trie mes déchets, tout ça, mais si j'apprends que dans le quartier, il n'y a personne qui trie ses déchets, attends, je me sens totalement impuissant, et j'arrête. Et donc, lorsque vous faites des actions comme fait Douglas Mackenzie More, de façon collective, et que vous savez que toute la collectivité autour de vous, elle est identiquement engagée, eh bien, votre effort, vous savez qu'il est utile, et vous pouvez persévérer dans l'effort. Troisième niveau de la psychologie positive, mais aussi du convivialisme, parce que c'est mes deux grands copains, vous avez compris, eh bien, le troisième niveau, c'est le niveau politique, du macro. On a parlé du micro, mais au macro. Et là, alors là, c'est pas une mince affaire, d'abord, à moins qu'ici, il y ait un président de la République parmi vous, mais enfin, c'est pas un domaine sur lequel on est, nous, très, enfin, on a beaucoup d'effets, enfin, voilà. Mais je voudrais juste dire quelque chose que je trouve intéressant. C'est intéressant, j'espère que vous pouvez le trouver aussi intéressant, je ne sais pas. Moi, je me suis intéressé à des grandes réussites au fil des années sociales et ou environnementales. Par exemple, vous savez, au cours à peu près 25 ans, il y a plus d'1 milliard de personnes sur Terre qui sont sorties de la grande pauvreté. Il y a près de 2 milliards de personnes qui sont sorties de la famine. Vous voyez ? Alors, vous avez une chute drastique, et puis qui a commencé à s'abaisser là. Et puis alors maintenant elle est repartie avec la guerre en Ukraine, enfin le Covid, la guerre en Ukraine, elle est repartie. Mais j'espère qu'un jour ça va redescendre. En tout cas, ça avait descendu d'une manière absolument incroyable. Les médias en parlaient très peu, mais c'était assez incroyable. Et puis, par exemple, sur l'environnement, vous avez entre autres, c'est deux exemples que je cite souvent, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous avez aujourd'hui, on nous parle à juste titre du problème environnemental mondial majeur qui est le changement climatique. Bien. Il y a 30 ans, ceux qui ont un peu les cheveux de la même couleur que moi, il y en a un certain nombre dans la salle, c'était pas ça qui préoccupait le monde. C'était, au niveau mondial, c'était la couche d'ozone. La couche d'ozone qui nous protège de certains rayons et qui s'effilochait. Et les spécialistes, les experts nous disaient, ils nous prédisaient des millions de cancers de la peau, des récoltes agricoles en chute drastique. Bien. Aujourd'hui, la couche d'ozone se reconstruit et si on est attentif, vigilant, eh bien, elle devrait être entièrement reconstruite vers 2050 parce que c'est des produits qui s'appellent les chlorofluorocarbones qui mettent du temps à se disperser, à disparaître. Bien. Comment ça s'est fait ? C'est un homme qui s'appelle Mostafa Tolba et toute son équipe qui était directeur de l'Agence de l'ONU pour l'environnement et qui a réuni autour de la table, parce que c'était des scientifiques qui avaient alerté sur ça, il a réuni autour de la table des représentants de 4 parties prenantes, qui étaient, alors je ne mets pas d'ordre, là un ordre chronologique, les scientifiques qui avaient alerté sur le problème, et aussi des scientifiques qui, par leur recherche, pouvaient éventuellement trouver des substituts au chlorofluorocarbone, les industriels, parce qu'ils étaient la source des problèmes, ils pouvaient effectivement, avec les systèmes de recherche et de développement, trouver peut-être des moyens de résoudre le problème, les associations environnementales, les militants écolos, si vous voulez, et les représentants des États, donc des ministres de l'Environnement ou des chefs d'État. Et il les a fait quadriloguer, si vous voulez, ces 4 parties. Et ça a donné un résultat extraordinaire qu'on a appelé le protocole de Montréal, accord international non contraignant juridiquement, c'est-à-dire que même si une entreprise le signait et ne le respectait pas, elle n'était pas sanctionnée. On a dit ça ne marchera pas, les entreprises ne connaissent qu'une chose, la carotte ou le bâton. Si vous ne mettez pas le bâton, ça ne va pas marcher. Bon, eh bien, il n'y a eu ni carotte ni bâton et les entreprises l'ont respecté. Ça s'est appelé le protocole de Montréal et depuis, aujourd'hui, on produit dans le monde des substances qui détruisent l'ozone, environ 2% de ce qu'on faisait il y a 30 ans.
Les 4 parties prenantes, je rappelle, c'est ce que j'appelle la science, le marché, les entreprises, et en particulier industrielles, la société civile, que ce soit des associations environnementales, des associations de défense des droits humains, défense des droits de l'enfant, et ce que j'appelle les services publics, depuis la petite commune rurale jusqu'aux agences de l'ONU. Et ça, c'est ça qui a marché. Et je vais aller très vite pour un deuxième exemple. Le Rhin. Les médias vous parlent toujours au niveau de l'environnement, mais pas que, aussi au niveau de la violence. Et ils vous parlent quand ça ne marche pas, quand il y a des problèmes, ils ne vous parlent pas quand ça marche. Il y a 30 ans, on parlait énormément de l'ozone, de la couche d'ozone. Aujourd'hui, on n'en parle plus dans les médias. C'est dommage, ça serait bien de parler des deux aspects. Donc, le Rhin, il y a 30 ans, c'était le fleuve le plus pollué d'Europe. C'était un cloaque à ciel ouvert. Vous baignez, vous attrapez toutes les maladies de la Terre. Et aujourd'hui, 30 ans après, le Rhin, il est propre. Vous pouvez vous baigner depuis la source jusqu'à l'embouchure. Vous risquez rien, alors que c'est la plus grosse concentration au monde, à équivalence avec les grands lacs américains, la plus grosse concentration d'industrie sidérurgique et pétrochimique. Et là, une femme a fait la même chose que Mostafa Tolba quelques années avant. Eh bien, c'était Nelly Kroes, qui était ministre néerlandaise des Transports. Elle a rassemblé autour d'une même table les 4 parties prenantes dont je viens de vous parler, des ministres de l'Environnement, des industriels, des scientifiques, et j'ai oublié des représentants de la société civile. Alors, si j'oublie les écolos, là c'est mal parti. Donc voilà, et ça a marché. Le Rhin il est propre, et c'était encore une fois non contraignant juridiquement. Cela dit, je ne dis pas qu'il ne faut jamais contraindre juridiquement. Des fois c'est très utile. En France, on a eu la loi de 1967 sur la protection de la nature. D'un seul coup, des animaux qu'on pouvait tirer n'importe quand, les aigles, les hérons, tout ça, on ne pouvait plus les chasser. Et la population des aigles et des hérons, elle se porte très bien, notamment dans la région. Voilà, moi qui suis un ornithologue amoureux de la nature, je suis très content. Tout ça pour vous dire que oui, on peut agir au niveau individuel, collectif et au niveau des institutions, des grands de ce monde. Voilà. Et il n'est pas trop tard pour agir. C'est ce que disent tous les climatologues et ce que disent pas tous les effondristes. Alors là, on est déjà bien avancé dans la conférence. Le baromètre de l'optimisme commence à remonter dans la salle, je le sens. On a des beaux exemples, on voit qu'il y a des choses qu'on a faites, il y a des vrais succès, ça passe par le dialogue, l'engagement collectif, etc. Et Jacques Lecomte nous a dit, oh là, on a plein d'exemples de choses qui marchent bien, mais on n'en parle jamais. Effectivement, on nous parle, notamment dans les médias, que de ce qui va mal, que de ce qui fait peur. Donc le monde va mal, effectivement, dans plein de domaines. Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette vision pessimiste prédominante alors que le passé nous donne des leçons et nous montre que oui, il y a plein de conditions, mais on peut réussir à s'en sortir. Pourquoi ? Voilà. Alors, ça c'est intéressant. Alors, on pourrait donner plusieurs raisons. Moi, je vous en donne 2 très vite. Il y a une raison, disons, un peu biologique. Alors, au cours de la chaîne, de la grande chaîne de l'évolution, eh bien, je vais vous prendre un petit exemple tout simple. Vous avez, on est dans la savane africaine, et vous avez une antilope qui arrive dans un endroit qu'elle ne connaît pas, qu'elle découvre, et là, une superbe prairie verte, là, et en plus, un peu plus loin, il y a une super mare, enfin, vraiment, elle a faim, elle a soif. C'est génial, elle va aller manger, elle va aller boire un coup, tout ça, c'est génial. Alors, c'est très important que ses yeux puissent repérer l'eau et l'herbe, mais c'est encore plus important qu'elle repère le lion qui est caché dans l'herbe. Voilà. Et au cours disons qu'au cours de l'histoire de l'évolution, ceux qui ont réussi et qui ont réussi à se maintenir, c'est ceux qui ont en quelque sorte biologiquement intégré qu'il fallait être conscient du danger. Et c'était plus important d'être conscient des dangers que des bonnes choses. Bien. Et ça, nous héritons de ça. Mais franchement, quand vous allez sortir d'ici, est-ce que vous allez penser qu'il y a un lion qui vous attend au détour du chemin, de la rue ? Je suis pas sûr. Donc, il serait peut-être temps de réguler notre système neuronal pour faire fonctionner aussi notre cortex et ne pas être pris, parce que moi j'entends, oui mais la peur c'est important, parce que ça nous permet d'éviter le danger. Oui mais enfin, bon, les dangers d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'avant. Et face à des dangers tels que le réchauffement climatique, c'est non pas notre système amygdale et tout ça de peur, de réaction à la peur, c'est beaucoup plus notre système du cortex qui doit fonctionner. Donc changeons de régime. Bien.
Un élément important, moi j'étais longtemps journaliste. Je suis à la retraite, hein, bon, mais je fais toujours des choses, hein, je suis incapable de m'arrêter. Donc. Bon, passons. J'ai perdu le fil de ma pensée, ça y est, j'y arrive. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé le journalisme, et j'aime beaucoup toujours le journalisme, mais j'ai pas toujours aimé les pratiques journalistiques. Alors, vous savez, les journalistes, ils vous disent souvent, on n'est pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Donc, ils parlent des trains qui arrivent en retard. Donc, des problèmes. Eh bien, moi, je leur dis, mais pour moi, il n'y a pas deux sortes de trains, il y en a trois. Il y a les trains qui arrivent à l'heure, il y a les trains qui arrivent en retard, et il y a les trains qui arrivent en avance. Toutes les histoires, les belles histoires, ou toutes les expériences humaines, sociales, environnementales, tout ce que vous voulez, qui nous font avancer vers plus d'humanité. Et c'est intéressant de parler non seulement des trains qui arrivent en retard, mais des trains qui arrivent en avance. Et si vous voulez, j'ai tendance à penser que les médias sont quand même une des grandes sources de notre, névrose ambiante. Voilà. Et regardez, le soir, là par exemple cette semaine, je ne sais plus comment c'est cette petite ville, où il y a eu quelqu'un qui a été assassiné. Après, ça fait la une des journaux pendant une semaine, avec la bagarre entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Bon, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui sauvent des vies. Il y a des gens, des bénévoles qui prennent le risque pour sauver des personnes. Mais parlons de ces personnes aussi, parce qu'un meurtre, c'est grave, mais on est 60 millions de personnes. Et pendant ce temps-là, vous avez des dizaines de personnes qui sont sauvées parfois au péril de leur vie. Ça serait bien d'en parler aussi. Alors, un autre élément aussi qui me semble important. Il y a eu ces dernières années, effectivement, des livres que j'appelle effondristes. Catastrophistes, si vous voulez, c'est très à la mode ces livres, et les auteurs ont, les journalistes ont tiré le tapis rouge, très bien. Moi, ce que j'ai étudié certains de ces livres en détail, et parce que à la fin, en référence, il y a parfois plein d'études scientifiques qui sont citées. Alors j'ai lu ça, et notamment un livre que j'ai cité il y a quelques instants, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Je parle plus de ce livre parce que le fondateur du mouvement, qui s'appelle Pablo Servigne, est celui qui a le plus proclamé que ce qu'il faisait était une œuvre scientifique, qu'il appelle la collapsologie, et qu'il se fondait strictement sur des études scientifiques. Donc c'est vraiment le livre le courant de pensée qui se dit le plus proche de la science. Sauf que moi j'ai fait ce que les journalistes n'ont pas fait. J'ai fait ce qu'on appelle du fact-checking, la vérification d'informations. Et je peux vous dire, sur des quantités impressionnantes de fois, je regarde la source, et l'étude scientifique citée dit exactement l'inverse de ce que dit le texte dans « Comment tout peut s'effondrer ». Moi, j'étais abasourdi. Je leur ai écrit pour qu'ils m'expliquent, ils me répondent, ils m'ont répondu à côté, ça les a un petit peu agacés. Mais voilà, donc... Première chose, lorsque vous entendez des informations étonnantes, surprenantes, positives ou négatives, eh bien, vérifiez la source. Moi, des fois, il y a des gens qui m'envoient des articles du Monde, du Guardian, parce que c'est deux trucs de référence. Sauf que moi, quand j'ai ça ne me suffit pas. Je vais voir... Et on me dit, regarde, une étude scientifique a montré que... Non. Moi, je vais voir l'étude scientifique qui est citée. Ça prend du temps, c'est vrai. Mais j'ai vu à plusieurs reprises que de nombreuses reprises, je le cite notamment, notamment en particulier sur la biodiversité, mais aussi sur le climat, que la présentation médiatique est bien plus catastrophique que les études scientifiques citées. Donc, premier truc, vérifiez les infos. En ce qui me concerne, pour ma part, j'ai pris depuis des années une discipline personnelle qui est que je m'efforce, je ne dis pas que j'y arrive, je m'efforce de lire, de m'intéresser et de lire avec autant d'objectivité les études scientifiques susceptibles de contredire mes convictions que celles susceptibles de les confirmer. Ça, pour moi, c'est une discipline essentielle. Si certains sont intéressés par mon livre, je vous demande une chose, vous faites la même chose. Vous passez mon livre au scanner quand vous voyez des trucs qui vous semblent trop optimistes et vous allez vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Vous ne prenez pas ce que j'écris au pied de la lettre. Et ce que je vous dis ce soir, ne le prenez pas au pied de la lettre. Vous allez vérifier si je dis des âneries. Donc, vérifions les infos. Alors, voilà. Moi, je pourrais vous en dire plein de choses, mais il faut avancer. Alors, ce que je propose, Jacques, c'est qu'on fasse une petite pause et qu'on passe la parole au public
qui a eu le temps de réfléchir et peut-être de faire du fast-checking et qui a probablement des questions. D'accord. Probablement des questions à vous poser, qu'on ait ce temps d'échange parce que ça fait aussi la signature de Rochefort Nouveau Monde et de nos conférences. Donc je vois que Nathalie part chercher les micros. Les micros. Qui vous laisse le temps de réfléchir. Alors, il faut toujours un premier ou une première. Alors, qui se lance ? On a abordé plein de choses, la psychologie positive, le rôle de l'individu, un nouveau courant politique qui s'appelle le convivialisme. On a parlé de la théorie de l'effondrement, on a parlé du rôle des médias. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de questions. Ça y est, ça arrive, j'ai bien levé. C'est parti. Oui, bonsoir et merci pour cette conférence. Moi, j'ai déjà lu votre bouquin il y a déjà quand il est sorti, donc je partage tout à fait votre opinion. Par contre, pour moi, le mal vient beaucoup des médias. Sauf que les médias sont entre certaines mêmes et presque toutes les mêmes. Et comment on peut lutter contre ça ? Comment on peut renverser ce phénomène ? Alors, il y a des médias indépendants, certes, mais ils ne pèsent pas pareil. Oui. Alors, je suis d'accord avec vous, ça c'est un vrai problème. Bon. Maintenant, je reste opti-réaliste, malgré tout. Je ne suis pas proche, mais je connais assez bien plusieurs courants, notamment par exemple, ce qu'on appelle le journaliste de solution ou le journaliste d'impact. Qui est notamment incarné en France, par exemple, par une association qui s'appelle Reporters d'Espoir. Ou bien, vous pouvez regarder sur Internet, un site Internet qui s'appelle Spark News, ou encore un autre qui s'appelle... j'ai oublié. Voilà, donc c'est pas grave. Mais si vous voulez, de plus en plus... Et, par exemple, l'association Reporters d'Espoir qui fait tous les ans une rencontre à Paris. Moi, j'y suis allé presque tous les ans pendant des années. Et j'ai vu réellement une évolution chez les journalistes. Parce que cette association, quand elle fait sa journée, eh bien, elle récompense, elle fait des prix, différents prix, elle récompense des journalistes qui ont fait des reportages positifs, de reportages de type journaliste de solution. Et j'ai vu que de plus en plus de journalistes sont dans ce courant de pensée. Maintenant, je ne prédis pas l'avenir, je ne dis pas que ça va basculer, mais en tout cas, il y a quand même une orientation, et en plus, des études ont montré que contrairement à une opinion commune, les bonnes nouvelles se vendent bien. Et ça, c'est notamment Nice Matin a tiré profit de ça, puisque Nice Matin consacre toute une partie maintenant à des reportages de journalistes de solutions. Et vous savez, il y a des années de ça, les journalistes de l'IB se sont dit, mais quand même, on fait que des trucs négatifs et tout, et on pourrait de temps en temps mettre des trucs plus positifs, vous voyez. Alors ils en ont parlé à la rédaction, l'équipe, et ils ont... non, mais attends, on n'est pas là pour ça. Nous, on est des journalistes, voilà, on raconte les malheurs du monde. Bien. Alors, et finalement, ils l'ont fait. Alors, c'est rigolo parce que l'IB a fait ce qu'on appelle le Libé des solutions. Tenez-vous bien, l'IB, le 24 décembre. Je trouve que c'est intéressant, l'IB qui fête Noël, en quelque sorte, fête chrétienne, donc je trouve ça bien. Je trouve ça amusant. Et le 24 décembre, l'idée des solutions, depuis, il le sort tous les ans, le 24 décembre, parce que c'est la meilleure vente de l'année. Donc, voilà. Ça se répand un peu dans le monde du journalisme que quand même Alors, oui, il y a une chose aussi qu'on me dit régulièrement. Oui, mais il y a un exemple d'un journal ou de journaux qui ont été lancés, des journaux positifs, et ça n'a pas marché. Vous avez peut-être entendu ça déjà ? Oui. À chaque fois, je dis, c'est quel journal ? Et on ne sait pas. C'est une rumeur qui circule, ça circule, il y a un journal. Alors, c'est possible que ça existe, on ne m'a jamais donné de nom, mais même si on me donne un nom, ça ne faudra pas, c'est pas pour autant que ça va me convaincre. Parce que il faut être sûr, parce que si vous avez un militant du positif, optimiste, tout va bien, bon, on va y aller, et qui se dit je vais faire un canard, et ça va marcher, mais ça ne va pas marcher. Il faut des professionnels, il faut des gens qui sont des professionnels de l'écriture, de l'interview, des professionnels de la diffusion, voilà.
de la mise en page, du graphisme. Si vous prenez une équipe de professionnels avec une orientation positive, ça a des chances de marcher. Si vous prenez une équipe de non-professionnels, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, moi, on m'a souvent raconté qu'un journal a été lancé, ou des journaux ont été lancés positifs, et ça n'a pas marché. On ne m'a jamais dit lesquels. C'est intéressant. Merci. Bah oui, ça fait partie des légendes urbaines, des fausses croyances. Oui. Une autre question ? Alors, justement, si on continue, le temps qu'on trouve, une autre Mais question. il y a aussi une autre possibilité. C'est peut-être parce que, comment dire, il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont plus de facilité et d'autres moins de facilité à s'exprimer oralement. Donc, on peut éventuellement aussi poser des questions par écrit. Si vous avez un petit bout de papier, moi, je veux bien récupérer les questions. Éventuellement. Ouais. Ça peut être tout à fait vrai. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, Jacques, sur justement la manière de pouvoir vérifier les sources, parce qu'on n'est pas tous chercheurs, on n'a pas tous la capacité à lire des sources en anglais, par exemple, je pense à certaines études scientifiques. Comment est-ce qu'on peut faire quand même, chacun à notre niveau, pour justement exercer notre esprit critique ? Moi j'ai pas de réponse définitive, parce que, comment dire... Alors, ça, je crois que le grand problème des théories de l'effondrement, c'est un biais cognitif. Des biais cognitifs. Le biais cognitif principal, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que ces personnes, à partir du moment où elles sont convaincues, je peux dire, il y en a certains que je connais bien, elles sont convaincues qu'on va vers l'effondrement, passent leur temps à chercher des infos prouvant leur truc. Et il y en a qui passent leur temps à m'en envoyer. Voilà, pour me prouver que je me trompe. Bon, voilà. Et souvent, c'est des infos que je connais. Voilà. Et certaines, encore une fois, c'est parfois des articles qui ne disent pas la même chose que les études scientifiques qu'ils citent. Bon. Alors, pour ma part, encore une fois, je crois que l'inverse du biais de confirmation, c'est l'intérêt pour ce qui infirme. Bon, par rapport à la situation actuelle, c'est vrai que, si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de lire non seulement ces ouvrages ou des articles de presse catastrophiques, mais d'essayer de chercher, notamment par exemple à travers des sites comme Spark News, l'autre que j'ai oublié tout à l'heure, ça s'appelle Positivaire, positive et un R au bout. Positiver, mais sans E aussi. Voilà, et vous aurez tous les jours, vous aurez des informations en français qui encouragent, que ce soit sur la santé, que ce soit sur des problèmes de banlieue qui sont résolus, etc. Donc faites ça en même temps, si vous avez le temps, vérifiez les sources, ne prenez pas ça pour de l'information vraie parce qu'elle est dans le journal ou voilà. Donc l'idée pour moi, c'est essentiellement de se méfier du biais de confirmation et aussi de chercher des informations positives, mais sans tomber dans le biais de confirmation, qui à mon avis est très dangereux pour le positif comme pour le négatif. Bon, moi j'ai une question. Oui. Une question, monsieur Lecomte. Alors, il n'y a strictement aucun lien de parenté. Ah oui, je le précise néanmoins. Jean-Pierre Lecomte, Jacques Lecomte, c'est comme ça. Et ça, c'était pareil. On en a parlé dans la voiture tout à l'heure, quand je la ressors. En fait, on a un système éducatif qui nous apprend comment fonctionne le corps, notre histoire, la chose. Et puis, régulièrement, on se dit, mais on n'apprend pas à être parent. Et on n'apprend pas non plus à interagir avec les autres. C'est simplement une espèce d'éducation, de mimétisme, de l'exemplarité. Et pourtant, il y a, je pense qu'on le prouve, un certain nombre d'études qui montrent que le cerveau, la relation, répond à un certain nombre de codes ou de structures. Comment on pourrait changer ça et est-ce qu'il faut le faire? Qu'est-ce que est votre sentiment? Quel est ton sentiment là-dessus? Alors, disons, dans le livre La bonté humaine,
j'ai un chapitre sur la neurobiologie. Et alors, d'abord, ce livre, La bonté humaine, c'est lui que Michel Serres avait valorisé auprès de l'Académie française et qui m'a permis d'avoir un prix. Et comment dire, depuis des années, j'écris un livre, j'ai commencé en 2007 et toujours pas fini. Voilà. Et c'est un livre, si vous voulez, de politique de fraternité, de politique convivialiste, de politique positive. Et c'est un gros livre parce que vous avez à peu près 12 chapitres, c'est autant de ministères. Vous avez sur l'économie, sur l'environnement, sur les relations internationales, sur la justice, etc., etc. Mais ça prend du temps. Et toujours dans tous mes livres, je fais deux choses. J'essaye de toucher le cœur et la raison. Le cœur, c'est par les histoires de vie, individuelles ou collectives. La raison, c'est par les études scientifiques. Voilà, bilan. Et je travaillais sur ce livre, et puis j'en parlais un peu autour de moi, et il y a des gens qui me disaient « Ouais, c'est bien... Mais en fait, il y a un problème, comment dire, c'est les autres, quoi. Les autres, c'est le reste de l'humanité, tous ceux qui ne sont pas venus ce soir, ils n'ont rien compris. Et voilà, c'est les autres. Et moi, je pense que le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est de penser que le problème, c'est les autres. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu, là ? C'est bon ? Et parce que si, par exemple, vous prenez deux trucs qui sont la coopération et la confiance, c'est les prises de risque. Lorsque vous faites confiance ou vous coopérez, a priori, vous prenez une prise de risque. Donc, si vous faites ça et que... Si vous avez peur de l'autre, pensez que l'autre, il n'est pas coopérant, ou pas, on ne peut pas lui faire confiance, ben vous ne le faites pas. Donc, lui, il va voir que vous ne faites pas confiance, donc il ne va pas vous faire confiance, patati patata. On entre dans un cercle vicieux. Moi, je propose d'entrer dans une spirale vertueuse. Alors, tout ça pour dire que, j'ai souvent dit à des étudiants, que toute politique publique est fondée sur une vision de l'être humain, sur une anthropologie au sens philosophique du terme. Et que lorsque vous avez une politique marxiste, c'est une certaine philosophie de l'être humain. Lorsque vous avez une politique néolibérale, c'est une autre philosophie de l'être humain. C'est fondé sur une anthropologie dans les deux cas. Eh bien, si je postule qu'il est possible d'envisager une société de coopération, une politique de fraternité, eh bien, c'est que je postule que l'être humain a une potentialité à cela. Maintenant, donc, du coup, quand j'ai fait le livre, je me suis dit, bon, je vais commencer par l'introduction, une introduction d'anthropologie philosophique. Et je voulais écrire 20 pages, ça m'a tellement passionné que j'en ai fait un livre de plus de 400 pages. Eh bien, un des chapitres, c'est sur la neurobiologie. C'est absolument impressionnant. Je vous donne deux exemples. Une première, c'est ce qu'on appelle les zones cérébrales de la récompense. Nous avons dans notre cerveau des zones qui sont activées lorsque nous vivons des moments très agréables. Si vous adorez la mousse au chocolat ou, je ne sais pas, les tartes au citron meringuées, eh bien, quand vous mangez une tarte au citron meringuée, bip, bip, ça s'éclaire dans votre cerveau. Votre cerveau dit « Ouais, c'est génial ». Bon, alors, quand vous faites l'amour... bon, passons. Et donc... enfin, ça dépend, parce que des fois, ça peut être désagréable. Bon, on passe. Et donc... alors les chercheurs, ils ont voulu savoir si, dans quelles circonstances, et notamment, est-ce que dans des moments de coopération ou des moments de compétition, ces zones sont activées ? Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les zones cérébrales ne sont pas activées dans les moments de compétition. Elles sont activées dans les moments de coopération, dans les moments de générosité, d'empathie, de bienveillance, de pardon, de tout ce que vous voulez. Et en gros, notre cerveau, à ce moment-là, dans ces moments-là, il nous dit « C'est génial ce que tu viens de faire, je me sens super content ». Et plus notre cerveau, il nous donne ce genre d'informations, plus on a envie que ça continue. Après, on se dope à la dopamine et compagnie, si vous voulez. Bon, donc, en fait, notre cerveau, il aime quand nous sommes généreux et tout ça. En gros, je suis arrivé à cette conclusion, c'est que notre cerveau, nous sommes neurobiologiquement prédisposés à la bonté. Attention, j'ai pas dit, parce qu'on m'a fait dire, et je n'ai jamais dit ça, je ne l'ai jamais écrit, je ne l'ai jamais pensé, je ne dis pas que nous sommes programmés. On a dit, j'ai lu dans un article de l'Express, Jacques Lecomte est convaincu que l'homme est fondamentalement bon, à la suite d'une interview. Mais je dis jamais ça, pour deux raisons. D'abord, je dis jamais l'homme générique. J'ai appris, je crois que vous serez d'accord avec moi, que 50% des êtres humains sont des femmes. Ça va, à peu près ? Donc, je dis l'être humain. Première chose.
Et deuxième, je ne dis pas que l'être humain est fondamentalement bon, je dis que l'être humain a des fondements biologiques à la bonté plus puissamment enracinés que les fondements biologiques à la violence et à l'égoïsme. Voilà. Deuxième élément de neurobiologie, c'est les neurones miroirs. Neurones miroirs, ça a été découvert par hasard, d'abord sur des singes. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire, c'est amusant. Mais c'est une équipe de l'université de Parme, en particulier 2 chercheurs qui s'appellent Gallese et Rizzolatti. Et en gros, si je fais ça, vous ne serez pas étonné, j'ai des neurones qui s'activent dans mon cerveau. Bon, ça, c'est pas un scoop. Mais au même moment, si vous m'avez regardé, les mêmes neurones s'activent dans votre cerveau. Plus faiblement, mais ils sont stimulés. En gros, on ne le sait pas, mais nos neurones, ils communiquent sans nous le dire. Ils se parlent entre eux, là. Il y a une communication interneuronale sans nous prévenir. Vous voyez. Bon, alors, les chercheurs, maintenant, il y a une nouvelle sous-discipline qui s'appelle les neurosciences sociales. Alors, les neurosciences sociales. Et c'est vraiment un courant de recherche. Il y en a même qui prédisent le prix Nobel de médecine aux découvreurs de ça. Bien. Alors ce que je vous dis, c'est je fais ça, ça marche, d'accord. Mais ce qui est plus intéressant pour notre propos, c'est que ça marche aussi dans les situations d'empathie. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui court, à un moment, paf, il tombe par terre. Ouh là, il s'est fait super mal. Il a des neurones qui s'activent. Les mêmes neurones s'activent dans votre cerveau. Alors, les Rizzolatti et Gallese, ils disent les neurones miroirs, c'est le fondement neurobiologique de l'empathie. Lorsque nous disons je souffre à ta place, enfin je ressens ta souffrance, alors, moi je fais très attention parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un, mais il y a une partie de sa souffrance, en particulier sur les expressions de souffrance physique, que nous pouvons nous-mêmes expérimenter, c'est le fondement de l'empathie. Et voilà, donc nous sommes prédisposés à la bonté et ça nous fait du bien. Merci Jacques pour cette réponse qui est extrêmement intéressante parce qu'elle montre qu'en fait, on est en capacité d'entraîner notre cerveau et de se sortir de certains schémas et de certains mécanismes qui au contraire nous font du mal. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes choses à travers la méditation. Oui. Mais en particulier, parce qu'on parle beaucoup de méditation pleine conscience, mais en particulier à une autre forme de méditation beaucoup moins connue aujourd'hui qui s'appelle la méditation bonté ou gentillesse, la kindness meditation, qui a les mêmes effets que la méditation pleine conscience sur le bien-être personnel, mais qui a des effets plus importants encore sur les relations interpersonnelles. Je voudrais juste aussi vous raconter un truc que je trouve très intéressant, et c'est pas dans le livre parce que j'ai découvert ça après. C'est un livre qui s'appelle The Psychopath Inside, à l'intérieur du cerveau du psychopathe, si vous voulez. Bon, alors l'auteur, c'est un neurobiologiste, je crois qu'il est américain, je ne suis pas sûr, enfin bon. Et il fait comme d'autres, il a scanné des cerveaux, il a comparé des cerveaux. Et donc, il prend des cerveaux de gens comme vous et moi. J'espère qu'il n'y a pas de psychopathe dans la salle. Enfin, admettons que. Bien, il prend des cerveaux de gens comme vous et moi, non psychopathes, on suppose. Et il prend des cerveaux de serial killers en prison. Il les scanne. Et il les passe. Et il regarde. Et effectivement, alors, je ne pourrais pas vous dire, il y a des différences. Bon. Donc il y a un fondement un peu biologique. Est-ce qu'ils l'ont développé ou est-ce que ça s'est... On ne sait pas. Donc, toujours est-il que... Et puis à un moment, il y a un truc qui ne marche pas parce qu'il a quelqu'un qui est de la population normale, dans sa classification, une diapo de quelqu'un qui est normal, mais c'est un cerveau de psychopathe. Il dit, c'est mal classé mon truc, il y a un problème, il va voir ces trucs. Et il vérifie et il se rend compte que, tenez-vous bien, la diapo en question, c'est son cerveau. Parce qu'il s'est scanné. Il n'est pas bien là. Il n'est pas bien. Alors, il se rescanne. Il se rescanne en vitesse quand même. Parce que... Bon, pas de chance, son cerveau est un cerveau de psychopathe. Et là, tu dis, oula, c'est chaud ce truc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il dit, bon, c'est vrai que j'ai un goût pour la compétition. Ouais, mais enfin, entre avoir un goût pour la compétition et être serial killer, il y a quand même une petite nuance. Et ce qu'il dit, je crois comprendre pourquoi, c'est parce que mes parents m'ont entouré de beaucoup d'amour. Ah ouais, mais dans la théorie, c'est que ça se transmet quand même de génération en génération, vous voyez. Donc ça veut dire que
les parents, ils ont quand même un cerveau de psychopathe. Il y en a au moins un des deux qui a un cerveau de psychopathe. Il est entouré de beaucoup d'amour. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que de la même manière que nous sommes prédisposés à la bonté, eh bien, ces personnes qui ont un cerveau différent des autres, c'est pas pour autant qu'ils sont programmés pour la violence. Parce que, vous savez, moi je suis très prudent sur le déterminisme biologique, parce que même quand vous avez effectivement un cerveau, peut-être dès la naissance, mais qui a des dysfonctionnements, en particulier au niveau de l'amygdale, une capacité d'empathie, eh bien, qui a peut-être des dysfonctionnements, c'est pas pour autant que vous finissez violeur et serial killer. Parce que là-dessus, il y a deux éléments qui vont se surajouter. D'une part, il y a l'influence sociale, culturelle. La famille, l'école, la culture plus généralement dans laquelle vous allez évoluer. Et puis, souvent, alors on part inné acquis, paf, on a tout dit. Non, il y a quand même un troisième élément. Le troisième élément, c'est quand même le libre arbitre. C'est-à-dire que devant certaines situations importantes de votre vie, il y a des moments où vous allez faire des orientations. Moi, ça a été mon cas. Il y a des orientations fondamentales, et particulièrement quand j'étais jeune, qui auraient pu m'emmener dans un sens, dans un autre. J'ai choisi un certain chemin. Eh bien, donc voilà, nous n'avons aucun déterminisme biologique, ni pour le bien, ni pour le mal. Nous avons par contre une prédisposition biologique pour la bonté, sur laquelle vont se greffer d'une part les influences sociales, que nous pouvons accepter, refuser, et puis sur laquelle va se greffer, in fine, notre libre arbitre. Dans le livre, j'ai un autre chapitre sur ce qu'on appelle la désistance. La désistance, ça ne vous dit peut-être rien, c'est la sortie de la délinquance et de la criminalité. Vous avez des grands gangsters qui ont changé d'orientation. Et tous, ils disent, à un moment critique, j'ai dû décider. Moi, j'ai un ami qui est un ex-gangster. Bon, on a les amis qu'on peut. Hein. Bien. Mais il s'appelle Yazid Kerfi. Il a écrit 2 ouvrages autobiographiques. Le premier, les 2 sont très intéressants. Le premier s'appelle Repris de justesse. C'est joli. C'était un gangster. Dans une course-poursuite avec la police, son meilleur ami était tué d'une balle. Donc c'est pas un enfant de cœur. Et il a fait toutes les prisons de France et de Navarre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est sorti, il a fini son temps, mais depuis des années, il a créé une association qui s'appelle Médiation Nomade, et il va dans les quartiers chauds d'où il vient de cet univers, il va dans les quartiers chauds discuter avec les jeunes et permettre aux jeunes qui discutent avec la population et qui puissent même discuter avec des policiers. Il m'a raconté des histoires hallucinantes. Eh bien, Yazid Kerfi, il a dit un moment bien précis, il a décidé qu'il arrêtait et il n'a jamais retouché. Voilà. Et donc le libre arbitre, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de certaines personnes à des moments critiques. J'ai une qualité ou un défaut. Ma femme, elle me dit, toi, Jacques, on appuie sur le bouton, il faut trouver la touche stop. Hein. Alors, je ne vais pas appuyer sur la touche stop, pas complètement, pas tout de suite. On va se laisser un tout petit peu de temps pour la dernière question, parce que vous nous avez là beaucoup parlé de la bonté, de la bienveillance, de l'empathie, qui sont des valeurs essentielles, et notamment essentielles pour vous, essentielles dans votre chemin de vie, parce que vous avez fait de très belles études, vous êtes ce qu'on peut dire un penseur, un intellectuel, un scientifique. Si vous avez effectivement un esprit bien formé, vous avez aussi les pieds bien ancrés dans la réalité. Et c'est en toute liberté que vous nous avez proposé de terminer la conférence en donnant un aperçu justement de votre chemin de vie qui permet d'illustrer tout ce qu'on vient de dire. Oui. Alors, merci pour cette présentation élogieuse, ainsi que celle du début par Jean-Pierre. Arrivé au bout de ce propos, peut-être parmi vous, certains trouvent ça bien, oui, mais... Et peut-être certaines se disent, bon, c'est bien joli tout ce qu'il nous dit, mais c'est quand même un intello un peu perché, bisounours, c'est pas à ce point-là, c'est pas permis, et on voit qu'il ne connaît pas grand-chose des vrais problèmes de la vie. Alors j'aimerais vous dire 3 choses. C'est vrai que je crois profondément au pouvoir de la bonté.
Et je pense que la bonté peut changer le monde, peut transformer des vies et changer le monde. Mais si je le pense, c'est surtout parce que je n'oublie pas que mon enfance et ma jeunesse ont été fracassées en raison du comportement de mon père. Et quand je dis moi, c'est ma mère, mes deux filles, mes deux sœurs, pardon, j'ai deux filles, ma mère et mes deux sœurs. Je n'oublie pas que ma mère est morte quand j'avais 15 ans et demi, de maladie, mais bien plus encore de désespoir. Elle n'avait plus le goût de vivre. Et que quelques jours après, quand j'ai dit à mon père ce que je pensais de ce qu'il avait fait, il a voulu me tuer. Alors bien sûr que vous pouvez vous dire que je suis un intello un peu perché. C'est vrai que j'ai une thèse de doctorat, mais je précise une chose, je n'accorde aucune valeur à l'intelligence, à la culture, si elles ne sont pas mises au service du bien. Mon père était intelligent, il aurait été moins intelligent, il aurait fait moins de mal. Et puis, je n'oublie pas que lorsque j'avais 14 ans, le proviseur a convoqué mes parents, mon père n'était pas venu, ça ne m'intéressait pas, j'étais là. Il y avait donc cet homme, ma mère, moi. Ma mère était effondrée parce que le proviseur a notamment dit, pour conclure, votre fils est socialement dangereux et scolairement irrécupérable. Et je n'oublie pas que je n'ai pas le bac. Et puis, vous pouvez vous dire que je fais partie de la classe moyenne, voire de la classe moyenne supérieure. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une vie économique correcte, pas extraordinaire, correcte. Voilà. Mais je n'oublie pas que j'ai été SDF, et notamment, pour vous donner un exemple, lorsque j'avais 17 ans, je connaissais les marchés de tous les coins autour de chez moi, et que vers 13h, j'allais au marché pour récupérer les fruits et légumes invendables que les marchands avaient laissés. Alors à partir de là, vous pouvez vous faire une autre idée de moi, depuis l'intello perché jusqu'au héros admirable. Et ça serait tout aussi faux. Pourquoi ? Parce que si je prends deux temps, le temps de la souffrance, il n'y a rien d'admirable dans ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'était survivre ou crever. Et puis il y a le temps de la résilience. Il n'y a rien d'admirable dans mon parcours. Pourquoi ? Parce que si j'ai pu m'en sortir, c'est grâce à la rencontre de belles personnes. Il y a d'ailleurs dans cette salle une de ces belles personnes. Et de tout cela, j'ai gardé une double conviction. Aucune personne, même celle qui nous semble la pire, n'est irrécupérable. Aucune situation, même la pire, n'est irréversible. Et oui, j'ai la profonde conviction que la bonté peut sauver des vies. Et j'en sais quelque chose. Et elle peut changer le monde. Merci beaucoup Jacques. On va retenir beaucoup de choses de ce soir. Je vous propose d'en retenir au moins une. La bonté peut changer le monde.